Bonjour et bienvenue au webinaire qui vous est présenté par Orange Cyberdéfense autour du Security Navigator. Tout de suite, nous allons accueillir chaleureusement nos trois intervenants. Laurent Célérier, Chief Technology Officer, Mélanie Pilpré, Product Manager Site Management, et Laurent Lemaire, Chief Business Officer. Moi-même, Agnès Dacosta, responsable marketing opérationnel, qui sera le modérateur du jour. Cette session est live, enregistrée. Elle prendra la forme d'une interview. Elle sera enregistrée. Vous pouvez, pendant toute la session, nous faire part de vos questions. La séance de questions-réponses se tiendra à la fin. Il y a un onglet questions qui se trouve dans votre panneau latéral droit. Nous ferons tout notre possible pour couvrir vos questions en dernière partie du webinaire. Tous les micros sont désactivés par défaut. Si vous rencontrez des problèmes techniques, merci de vérifier votre connexion Internet ou encore la compatibilité de vos navigateurs. Dans tous les cas, un lien vers le replay vous sera envoyé à tous les inscrits par mail dès demain. Enfin, vous avez à votre disposition dans la section documents à télécharger une fiche synthétique du Security Navigator recto verso que vous pouvez tout à fait transmettre à vos équipes et le rapport complet de 90 pages dans lequel vous retrouverez plus en détail l'ensemble des enseignements du Security Navigator. Avant de plonger dans le panorama de la menace, ce qu'il nous apprend et ce que nous allons pouvoir en faire, je commence par toi, Laurent Célérier. Pourquoi un Security Navigator? Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors pourquoi un Security Navigator? Comme les marins regardent la météo et les statistiques passées et les prévisions pour les jours à venir avant de se lancer en mer, eh bien, je crois que les responsables IT, et en particulier les responsables de la cybersécurité, doivent regarder l'état de la menace et les prévisions avant de choisir et de lancer leur projet. Donc l'objectif de ce Security Navigator est véritablement d'aider nos clients à y voir clair sur le panorama de la menace. Alors, est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il te plaît? Voilà. Alors, au début était la menace. C'est véritablement à partir de la menace que chez Orange Cyberdéfense, on oriente l'ensemble de notre activité, l'ensemble de nos offres, l'ensemble de nos prestations. Si on ne connaît pas la menace, on ne peut pas être pertinent. Donc, on met beaucoup d'efforts et c'est ce Security Navigator qui est un peu le fruit de nos efforts passés pour comprendre cette menace. Comment on fait? Très concrètement, eh bien, d'abord, on synthétise et on récupère l'ensemble des données qui viennent de nos 28 centres opérationnels répartis un peu dans le monde entier, même si principalement en Europe. À partir de ces données qui proviennent de nos propres centres, eh bien, on complète ça à partir de notre veille mondiale. On fait de la veille sur l'ensemble des réseaux sociaux, les plateformes de hacking, la presse spécialisée. Ça nous permet de recouper les informations et ça nous donne un panorama assez complet. En plus de cela, eh bien, on intègre les retours d'expérience de nos auditeurs, de nos consultants, de nos équipes de pentest et nos équipes de réponse à incidents. Tout cela fait notre compréhension, notre évaluation autonome de la menace. Et l'objectif, ce matin, c'est de le partager avec vous et dans un objectif véritablement de vous aider à prendre les bonnes décisions pour l'année 2021. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Alors, pour cela, comme je l'exprimais il y a quelques secondes, eh bien, on a investi dans nos capteurs et vous savez, Orange est un des plus grands opérateurs téléphoniques mondial. On a investi surtout dans les compétences de nos équipes. Il y a au sein d'Orange Cyberdéfense des équipes qui sont véritablement dédiées à 100% sur la connaissance de la menace, mais surtout, c'est une activité complémentaire de l'ensemble de nos experts. Tous contribuent à alimenter notre vision de la menace. Alors, ils le font plus ou moins en fonction de leurs activités. Par exemple, nos auditeurs pentesters passent 20% de leur temps à
réfléchir non seulement à collecter de l'information, mais surtout à imaginer des nouveaux modes d'attaque susceptibles d'être utilisés par les attaquants. L'objectif de tout ça, eh bien, c'est de pouvoir avoir une compréhension la plus large possible, mais surtout d'anticiper les prochaines menaces pour pouvoir s'en protéger efficacement. Très bien, merci Laurent pour cette introduction. Nous allons pouvoir aller plus en avant dans les enseignements de ce Security Navigator. Alors, qu'avons-nous appris sur le paysage de la menace en 2020? Alors, voilà ce qu'on va pouvoir partager avec vous. Et ben, c'est ce que nos centres opérationnels, nos 28 centres opérationnels, qui couvrent nos clients partout dans le monde, ont vu. Alors, il a fallu tout d'abord établir une typologie des incidents de sécurité auxquels nous avons été confrontés. Donc, on les a classés en 6 grandes catégories. Tout d'abord, les attaques sur le réseau et les applications, comme la création d'un tunnel IPsec pour de l'exfiltration de données. C'est également potentiellement des injections SQL sur des applications. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie est liée à l'identité et à l'authentification. Par exemple, les attaques de brute force, c'est quand on essaye tous les mots de passe de manière successive et de manière automatisée pour pouvoir pénétrer un compte. C'est une attaque qui est relativement basique, mais qu'on rencontre encore aujourd'hui. La troisième catégorie, ce sont les malwares. Et durant la session ce matin, on fera un focus particulier sur les ransomware qui sont vraiment les malwares les plus prégnants aujourd'hui. Quatrième catégorie, ce sont les attaques sur les systèmes d'exploitation. Et donc, c'est là des attaques plutôt sur les couches un peu plus basses des systèmes. Cinquième, c'est aux alentours des transgressions des politiques de sécurité. Nos clients nous disent, voilà, notre politique de sécurité, faites en sorte de vérifier qu'il n'y a pas de transgression. Et du coup, dès qu'il y a une transgression, eh bien, ça constitue une alerte chez nous. Et puis, dernier aspect qui est intéressant, eh ben, c'est tout ce qui a trait à l'ingénierie sociale, c'est-à-dire tout ce qui vise à abuser un utilisateur. Voilà les 6 typologies d'incidents que nous avons établis. Qu'est-ce que ça donne après en termes de statistiques? Alors, nous collectons sur l'année des milliards de logs. Ces logs sont filtrés et conduisent à ne retenir que ceux que nous qualifions d'alerte de sécurité. C'est-à-dire qu'un signal automatique nous a averti qu'une éventuelle situation dangereuse était causée par un événement. Cette alerte peut être prolongée par un classement rapide ou par une investigation un peu plus importante, et dès lors, on parle d'incidents de sécurité. On en a conduit des investigations, 45 398 l'année dernière au sein de nos centres opérationnels. Et au terme de cette investigation, eh bien, on s'est aperçu que 18 910 correspondaient effectivement à des incidents de sécurité, c'est-à-dire à un moment où la sécurité de nos clients a été mise en jeu. Vous voyez en dessous la répartition de ces attaques en fonction des différents types d'attaques. Et ce qui serait intéressant, et ce qu'on va voir juste après, c'est comment elle se répartit en fonction des tailles d'entreprise, mais aussi des verticales. Juste un mot, là, on voit que les 3 premières catégories, réseau, application, compte utilisateur et malware, eh bien, ils représentent plus ou moins 80% des incidents que nous avons dû traiter l'année dernière dans nos cybersocs. Merci Laurent. Merci. Alors, effectivement, ce que tu soulignais, notamment l'actualité, pas une semaine ne passe sans son lot d'attaques. La lecture finalement que cela nous donne, c'est que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, est désormais une cible. Et finalement, on se pose la question, sont-elles toutes égales selon la taille des entreprises? Et là, j'aimerais pouvoir faire réagir Laurent Lemaire, si tu veux bien.
Oui, bonjour à tous. Avec plaisir. Donc effectivement, on a la chance de traiter avec nos équipes en fait des incidents qui concernent tout le type d'entreprise, hein, à la fois les petites, les moyennes et les grandes. Donc ça nous permet, ces mêmes statistiques que Laurent nous a partagées, de les comparer un peu par taille d'organisation. Hein, donc on retrouve les mêmes catégories que Laurent nous a présentées et on voit que d'une petite à une grande organisation, les répartitions sont pas les mêmes. Sans rentrer trop dans les détails, ce qu'on peut voir, c'est qu'une petite organisation, en fait, on voit que alors, ce qu'on ne voit pas sur le slide, c'est qu'il y a eu une forte augmentation du nombre d'attaques l'année dernière. Donc là, on ne voit pas les quantités, mais ce qui est assez frappant en 2020, c'est que les petites organisations et les moyennes ont été beaucoup plus attaquées par le passé que par le passé. Et les grandes organisations, comme d'habitude, sont la cible d'attaques vraiment ciblées contre les grandes. Les petites peuvent se croire à l'abri en disant qui s'intéresse à moi, mais en fait, si, il y a une forte augmentation qui frappe également les petites organisations. Alors, c'est avant tout, vous voyez, les trois grandes catégories maîtresses, hein, c'est les attaques réseau, bien évidemment. Hein, c'est 2 fois plus d'incidents réseau que pour les grands groupes, hein, pour les petites organisations. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je rappelle que c'est les incidents que l'on traite. Ça veut tout simplement dire que les petites organisations sont moins bien protégées et donc l'attaque passe plus souvent, l'attaque réseau passe plus souvent pour une petite organisation, tout simplement parce qu'elle est moins protégée. Les attaques de type compromission des comptes en deuxième, et puis les malwares qui vont être une constante. Hein, les malwares, on voit 25, 23, 24%, donc on a un peu une constante sur la taille de l'organisation avec les malwares. Voilà. Ce qu'il faut retenir pour les petites, quand on a déjà bien protégé son réseau et qu'on a un système de gestion de compte, on commence déjà à se distinguer de la plupart des petites organisations. Pour les grands clients, comment ça se fait qu'il y a plus de nature d'attaque? C'est qu'évidemment, les grands clients sont la cible d'attaques beaucoup plus ciblées. Hein, donc, il y a plus le groupe est grand, plus la marque est exposée, plus elle fait l'objet d'attaques qui peuvent être spécifiques et qui nécessitent de davantage s'équiper. Et de la même manière, les grandes organisations se dotent de politiques de sécurité plus abouties. Et donc, on voit apparaître la catégorie transgression des politiques presque comme une conséquence de la présence de ces politiques dans les organisations. Quand on n'a pas fait de formation, quand on n'a pas expliqué qu'il ne fallait pas mettre une clé USB ramassée par terre dans les PC, on ne peut pas dire que cette attaque est une transgression de la politique de sécurité. Donc la même attaque, en fait, est caractérisée par une transgression des politiques de sécurité, tout simplement parce que l'entreprise a mis en place ce type de politique. Voilà, donc ce qu'on retient, pour les petites organisations, il faut s'équiper des basics, et pour les grandes organisations, comme elles sont la cible d'énormément de menaces assez diversifiées, il faut continuer à s'équiper pour faire face à la prolifération des différents types d'attaques. C'est très clair, merci Laurent. Vous avez mentionné tout à l'heure la verticalisation. Finalement, Laurent Sellerier, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a de grandes différences entre les types d'industries selon vos données? Oui, Agnès, effectivement, et là on peut le voir sur ces statistiques. Donc là, je le rappelle, hein, c'est vraiment ce que nous avons vu pour nos clients. Et ben, il y a quand même des fortes disparités entre les verticales. Quelques exemples. L'hôtellerie-restauration ont connu, et on parle là essentiellement de nos clients, donc qui sont principalement des grands groupes d'envergure mondiale. Ils ont connu beaucoup d'attaques d'ingénierie sociale. Hein. Leurs marques sont extrêmement réputées et ça conduit à avoir des attaques dans ce domaine-là. On voit également l'éducation et la santé ont connu des volumes d'attaques importants sur les réseaux et applications. Hein. On a tous en tête des attaques DDoS sur les hôpitaux pendant la première phase de confinement au printemps. On peut aussi noter que le secteur public est le secteur où les violations de politiques de sécurité sont les plus nombreuses. Alors là, on peut voir ça de manière positive. C'est là où les politiques de sécurité sont les plus exigeantes et donc conduisent à ces transgressions. Mais voilà, c'était
quelques-uns des éléments notables, mais j'invite nos auditeurs et nos clients à regarder la verticale qui les concerne plus précisément dans le Security Navigator. On a fait à chaque fois des analyses un peu plus approfondies. Peut-être qu'il y a deux verticales en particulier sur lesquelles on voudrait regarder un peu plus. Oui, tout à fait. Notamment l'industrie manufacturière ou encore le secteur de la banque, sur lequel il y a aussi des choses notables qui ont été remontées par nos équipes. Peut-être, Laurent Lemaire, tu peux dire un mot sur ces observations? Oui, bien, l'industrie manufacturière, c'est effectivement d'abord une partie très importante des incidents traités par nos équipes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises qui sont dans cette industrie sont très souvent la cible d'attaques. Voilà, ça a été très, très frappant en 2020. C'est près de 30% de la totalité des incidents gérés par Orange Cyberdéfense, donc c'est très important. C'est dans le top 3 des victimes de malware, ransomware. Les attaques réseau sont très présentes. Ce qu'il faut noter, c'est que ça passe assez souvent, bien sûr, par le système industriel lui-même, par l'usine, par le système industriel. L'usine, c'est évidemment ouverte à plusieurs types de connectivité, et c'est pas fini avec l'IoT qui est en train d'arriver. Donc les machines sont désormais connectées pour la télémaintenance. Il y a des ouvertures en fait partout dans le système industriel. Les caméras de surveillance qui surveillent les entrepôts, qui surveillent les usines, bien souvent sont connectées à plat sur le réseau de l'usine. Voilà, on rappelle que un réseau, la force d'un réseau, c'est la force de son maillon le plus faible. Donc, si l'on connecte au réseau un device qui n'est pas protégé, parce que c'est comme ça qu'on a fait l'architecture de réseau, eh bien on ouvre la porte tout grand. Et c'est la raison de la grande quantité d'attaques et d'incidents en fait sur cette industrie. C'est tout simplement, on va dire, le relativement faible niveau de protection des environnements industriels aujourd'hui, tout simplement parce que l'ouverture vers la connectivité, vers l'Internet est récente. Et donc les industries, les entreprises sont en mode rattrapage sur ça par rapport à l'IT traditionnel. On peut passer au stade suivant où on va avoir quelque chose d'assez différent sur la finance et l'assurance, où là, déjà, il y a beaucoup moins de ces problématiques d'entrepôt, évidemment. Et on voit notamment le caractère assez fort de l'ingénierie sociale. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre sur finance et assurance, c'est qu'on est sur les entreprises qui ont le niveau très élevé en dispositifs de sécurité. On est moins sur le sujet, c'est facile de rentrer, et donc mais en revanche c'est très attractif pour les attaquants. Et donc, on voit une grande qualité des attaques, on va dire, une grande sophistication, et notamment donc la présence d'attaques par ingénierie sociale qui visent le facteur humain en fait comme maillon faible, parce que techniquement c'est assez bien protégé. Donc en fait, on s'appuie beaucoup sur le facteur humain. C'est le numéro 2 de l'ingénierie sociale après l'hôtellerie que Laurent a mentionné. Donc là, on parle de campagnes de phishing, on parle essentiellement des emails envoyés qui vont être cliqués par les employés ou alors par les clients de ces entreprises. Et on a tous reçu des SMS et des emails au nom de notre banque qui nous dit qu'on peut cliquer ici pour voir le virement favorable dont on vient de recevoir. Voilà, c'est ce type d'attaque. Donc là, on recommande bien sûr, là c'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup de veille. Voilà, Agnès. Merci Laurent. Et Laurent, tout à fait, on voit bien que toutes ces masses de données qui sont collectées par nos équipes et rendues compréhensibles, une fois qu'elles sont analysées, elles constituent le paysage de la menace que vous évoquez, classé par typologie, taille d'entreprise ou encore secteur. Je me tourne vers toi, Mélanie.
comment cela se passe-t-il dans les coulisses, je dirais, pour ce qui est de la gestion de cette masse d'informations, la collecte, le tri qui en est fait, ou encore l'analyse des données. Laurent avait évoqué en préambule la veille mondiale qui vient renforcer notre connaissance de la menace. Finalement, en quoi consiste WorldWatch, Mélanie? Bonjour à tous, merci Agnès. Donc, WorldWatch est tout simplement une veille sur les menaces et vulnérabilités au niveau mondial. Donc, pour ce faire, nous nous appuyons sur différentes sources d'informations, à la fois publiques et privées, qui vont nous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur les événements de sécurité notables dans le monde. Donc, une fois ces informations collectées, nos experts vont les analyser, puis ensuite les qualifier afin de produire ce que l'on appelle un signal. Donc, le signal est un bulletin qui détaille la menace avec un niveau de criticité défini par nos experts, mais également les recommandations pour s'en protéger. Donc, nous publions entre 30 et 50 bulletins par mois, sachant que ces bulletins peuvent également être personnalisés au regard d'un secteur d'activité ou encore d'un environnement client. Aujourd'hui, donc, ces données sont exclusivement utilisées en interne, donc pour nos équipes opérationnelles, mais dans les prochains mois, vous pourrez également bénéficier de cette base de données au travers d'une offre managée. Merci Mélanie. Alors, finalement, quelles sont les découvertes clés qui ont été faites grâce à cette veille mondiale? Oui, donc cette veille mondiale nous a permis de distinguer donc 3 grandes tendances sur l'année 2020. Donc, nous avons tout d'abord constaté une réduction significative des attaques pendant la période de confinement en avril, suivie ensuite d'une forte hausse en mai lors de la reprise des activités. Donc, on constate donc que les attaquants ont eux aussi été impactés d'une certaine manière par la période de confinement. Donc, soit ils ont eu un peu plus de mal à s'organiser dans ce contexte inédit, ou soit finalement ce sont plutôt les entreprises qui ont ressenti une certaine fatigue dans la gestion de ces événements. Donc, de notre côté, nous avons détecté donc davantage d'incidents de ransomware au cours du premier trimestre 2020, ce qui serait fonction finalement peut-être du faible niveau de réactivité des équipes de sécurité pendant le pic de la Covid en mars. Et ensuite, après avril, nous avons observé à l'inverse donc une diminution des incidents de ransomware. Donc cette fois-ci, l'explication peut être que lorsque les entreprises se sont remises sur pied au deuxième trimestre, elles avaient cette fois donc de meilleurs niveaux de réactivité aux campagnes de logiciels malveillants et surtout plus tôt dans le cycle d'attaque. Et donc finalement, moins d'attaques de ransomware ont réussi. Donc le deuxième constat porte cette fois sur les vulnérabilités. Donc, ce qu'on a pu découvrir, c'est que le nombre de vulnérabilités, notamment Windows, a fortement progressé donc les 3 premiers trimestres 2020. Donc, notamment des vulnérabilités jugées élevées ou critiques ont doublé entre le 4e trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Donc, cette tendance s'explique notamment par le nombre tout simplement de produits Windows sur le marché, mais également par le nombre d'usagers de ces solutions donc, répartis dans le monde, donc, qui font de ces produits, de ces technologies Windows, une cible privilégiée des attaquants. L'autre fait inattendu que nous avons découvert donc, grâce à cette veille, c'est l'augmentation dans une proportion inhabituelle du nombre de vulnérabilités sur les produits de sécurité. Je m'attarderai un peu plus tard sur cette tendance. Et enfin, troisième constat que nous avons découvert, c'est l'émergence d'un nouveau paradigme autour du ransomware. Donc, les attaquants ne chiffrent plus seulement les données de leurs victimes pour ensuite leur demander des rançons contre la clé de chiffrement, mais dans le but d'augmenter encore plus leur impact, ils vont mener des campagnes de vol d'informations avant le chiffrement des données et menacer ensuite leurs victimes de publier ces informations si elles ne payent pas la rançon. Donc, cette tendance de la double extorsion est de plus en plus répandue, donc on le constate. Et le principal enseignement que nous en retenons, c'est que les ransomware ne sont plus seulement une technologie, mais c'est vraiment devenu un business avec un modèle économique viable. Très bien, Mélanie. Justement, vous évoquez le sujet des vulnérabilités. Est-ce qu'il y a des données qui vous ont surpris, qui ont été inattendues dans ce rapport? Oui, tout à fait. Donc, je dirais la progression exceptionnelle du nombre de vulnérabilités dans les produits de sécurité. Donc, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans le graphique, en mai, 2 fois moins de vulnérabilités, toutes catégories confondues, ont été remontées par rapport au mois précédent. Et à l'inverse, quand on regarde vraiment les vulnérabilités sur certaines technologies de sécurité, on peut constater qu'elles ont quadruplé donc entre mars et mai 2020. Donc, nous estimons que cette croissance résulte de 3 facteurs. Donc, le premier, c'est tout d'abord le succès notable de la vulnérabilité Pulse Secure.
et plus précisément du produit Pulse Connect Secure, donc de mai 2019, donc qui permettait à un attaquant distant non identifié de faire notamment une exécution arbitraire de code. Et cette vulnérabilité a été exploitée dans plusieurs attaques majeures. Ça, c'est le premier facteur. Le second, c'est la période de confinement inattendue et qui a obligé les entreprises à adopter ou à étendre des solutions d'accès distant de manière précipitée. Pour répondre notamment aux besoins du télétravail massif. Donc, ces technologies d'accès distant sont devenues donc des cibles privilégiées des attaquants. Et troisième facteur qu'on a pu constater, donc c'est l'effet domino. Donc, lorsque les attaquants découvrent de nouvelles vulnérabilités, ils acquièrent de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui leur permettent ensuite de découvrir des vulnérabilités similaires, donc soit au sein d'une catégorie de produits qui partagent la même technologie, ou soit au sein d'une même famille de produits. Donc, ils apprennent ensuite par rebond et élargissent ainsi leur périmètre d'attaque. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que cette tendance est effectivement mise en avant donc, sur l'année 2020, mais elle n'est pas nouvelle. En effet, depuis 2015, on peut constater que le nombre de vulnérabilités dans les produits de sécurité a été multiplié par 4 et voilà, cette tendance ne cesse d'augmenter dans le temps. Donc, si nous essayons maintenant d'analyser l'impact de l'augmentation de ces vulnérabilités dans les produits de sécurité donc, sur nos entreprises, ce qu'on peut voir, c'est déjà on a réalisé une étude spécifique donc sur la base des données remontées par nos SOC directement. Donc, nous nous sommes focalisés sur 168 vulnérabilités avec des niveaux de criticité différents, donc allant d'un niveau de criticité élevé pour la moitié de ces vulnérabilités, moyen et faible, donc au sein des produits de sécurité exclusivement, et au cours des 12 derniers mois. Donc, dans ce graphique, on peut voir donc le temps nécessaire à l'application des patchs de sécurité pour une vulnérabilité connue. Donc, ce que nous pouvons facilement constater, c'est que trop de temps finalement s'écoule entre la découverte de la vulnérabilité et l'application effective des patchs de sécurité par les entreprises. Donc, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que moins de 19% des vulnérabilités sont corrigées sous 7 jours, 57% sont corrigées entre 1 et 6 mois, et pire encore, et même plus préoccupant, 14% des vulnérabilités ne sont toujours pas corrigées après 6 mois. Donc, cette étude met en avant que l'augmentation du nombre de vulnérabilités dans les produits de sécurité est un problème compte tenu de la vitesse à laquelle les attaquants vont découvrir et exploiter ces vulnérabilités versus le temps nécessaire aux entreprises pour patcher. Donc, ça laisse finalement une large fenêtre, une large fenêtre d'exposition pour les entreprises qui va ainsi augmenter les risques donc, de ransomware, de vol d'IP ou encore de fuite de données. Intéressant. Et Mélanie, en tenant compte de tous ces enseignements, quels seraient les conseils à suivre pour 2021? Oui. Donc, quelques conseils. Donc, pour cela, on peut s'appuyer donc sur les 20 recommandations du CIS, donc le Center of Internet Security. Donc, c'est d'ailleurs sur ce référentiel commun que nous appuyons pour établir nos recommandations dans nos bulletins directement. Donc, dans ce tableau, nous retrouvons donc les 7 recommandations qui apparaissent le plus souvent dans nos bulletins. Donc, on peut voir que la plupart sont catégorisées au niveau basique. C'est en effet les premiers points de contrôle à appliquer dans une entreprise. Maintenant, lorsque nous parcourons le tableau suivant, ce que nous pouvons voir, c'est que lorsque nous commentons des défaillances en matière de contrôle de sécurité qui ont finalement effectivement induit des brèches chez nos clients, on évoque bien plus souvent les points de contrôle fondamentaux et organisationnels plutôt que les points de contrôle basiques. Donc finalement, il est évident que les entreprises doivent maîtriser les bases de la sécurité en appliquant les points de contrôle basiques, mais on peut voir que ce n'est plus suffisant. Donc il est maintenant indispensable de se pencher sur des pratiques un peu plus avancées pour éviter des brèches de sécurité. Merci Mélanie pour ces conseils pour 2021. On sait que la conséquence de tout cela, lorsque des failles existantes sont non adressées, elles peuvent être exploitées par des acteurs malveillants et des crises de type ransomware, dans ce cas, mais pas seulement, peuvent survenir. D'ailleurs, les crises ransomware se sont imposées dans le paysage des attaques en 2020. Laurent Sellerier, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ces acteurs de la menace? Qui sont-ils? Oui, effectivement, l'année 2020 a été, et je pense que l'année 2021 le sera aussi, marquée par l'émergence des ransomware. Alors nous, pour comprendre ce phénomène, on a commencé par identifier quels étaient les différents groupes
d'acteurs dans le domaine du ransomware. Et donc voilà, grâce à notre surveillance, on a pu élaborer cette cartographie, cette répartition du marché des ransomware en fonction des différents groupes. Et on voit que en 2020, le groupe Maze était le principal acteur avec 36%, j'ai envie de dire, de part de marché. Il faut comprendre, et ça, on le voit pas dans ce graphe, que les acteurs de ransomware peuvent avoir des activités différentes selon les géographies. Effectivement, on le verra dans quelques instants quand on analyse la manière de procéder des ransomware, il faut pouvoir comprendre dans quel environnement on conduit son attaque. Et donc, la notion de langage, la notion de compréhension des informations qui se trouvent sur le réseau joue son importance. Et donc, à travers cette conclusion, on s'aperçoit que les groupes sont actifs de manière différente en fonction des géographies et des verticales. Ce qu'on peut voir également, et je pense que c'est le slide suivant, Agnès, c'est que ces groupes sont en évolution permanente. Là, on a mis à jour notre état des groupes et on s'aperçoit que Maze a disparu. Ils ont annoncé la fin de leurs activités, du moins sous le label Maze, et d'autres ont pris la place. Il semblerait qu'une partie des équipes de Maze se soit transformée en Egregor, qui aujourd'hui a 7,91% de part de marché ou d'activité. L'important, c'est pas tant de connaître les noms de ces groupes, mais c'est de connaître leur mode opératoire, les outils qu'ils utilisent pour pouvoir derrière, gagner du temps dans la protection, la détection et la réponse à l'incident. Justement, tu parles de mode opératoire, Laurent, qu'avons-nous observé dans le comportement des attaquants? Alors voilà, et même si chaque groupe a un peu ses spécificités, ses outils différents, ils utilisent tous plus ou moins la même kill chain, c'est-à-dire la même procédure générale visant à obtenir l'effet recherché. Tout d'abord, ça commence par une reconnaissance externe, c'est-à-dire de la prise de renseignements sur la victime, et ça se passe en dehors du périmètre de la victime et aux frontières de son système d'information. Ensuite, va être conduite la phase d'intrusion selon différents modes d'accès, le phishing étant encore et toujours un mode d'accès assez courant. Puis après, une fois que l'attaquant a pénétré, il va télécharger une charge un peu plus importante et il va commencer son exploration du réseau pour essayer de trouver où sont les informations intéressantes et ensuite il va faire l'étape d'élévation de privilèges pour pouvoir accéder à l'ensemble des ressources du système d'information. Par la suite, il va continuer à télécharger des capacités pour pouvoir ensuite passer à la phase d'exploitation. Cette phase d'exploitation, elle conduit jusqu'au chiffrement des données. Pour certains modes d'attaque, et Mélanie en a parlé, avant le chiffrement des données, ils peuvent faire de l'exfiltration de données pour pouvoir avoir une double clé de pression sur les clients. Ils peuvent aussi identifier et détruire les sauvegardes, ce qui permettra d'avoir une pression supplémentaire pour faire payer la rançon à la victime s'il n'a plus accès à ces sauvegardes. Donc voilà, là c'est de manière très schématique, mais vous retrouverez dans le Security Navigator les différentes étapes. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que à chacune de ces étapes, en fait, pour nous défenseurs, ça nous donne l'opportunité de détecter et donc de stopper l'attaque avant d'arriver au chiffrement. Un élément important également, c'est de voir que il y a tout un écosystème qui s'est mis en place. Donc, il n'y a pas des groupes uniques qui font l'ensemble de la chaîne de valeur. Ils se répartissent et interagissent entre eux. Et là, c'est juste un teaser. D'ici quelques jours, on publiera
toute une étude qui vise à essayer de bien comprendre et partager avec vous comment cet écosystème, ce business des ransomware est organisé. On a hâte. Alors, Laurent, en conclusion, quels sont les enseignements au regard du paysage de la menace ransomware? Alors, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ransomware, tout d'abord, c'est des data-driven attaques. C'est-à-dire que, vous savez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui disent qu'ils sont data-driven. C'est plus ou moins vrai. Ce qu'on peut dire, c'est que les groupes d'attaquants en ransomware, eux, ils sont vraiment focalisés sur la data. Hein. À la fois, ils mettent en cause la confidentialité de la donnée, mais aussi son intégrité par le chiffrement. Les ransomware, pour conclure, on pourrait dire que ce n'est pas juste un mode opératoire, ce n'est pas juste une technique, c'est véritablement un business et qui s'appuie sur différentes techniques, et ce business prolifère parce que il fonctionne bien, parce que les clients, les victimes continuent à payer, et en payant, continuent à alimenter cet écosystème. Donc je crois que aujourd'hui, c'est véritablement les attaques les plus prégnantes, et malheureusement, tant que ce business fonctionne, elles vont continuer. Alors, même si les mesures de protection, comme on l'a vu, sont quand même efficaces, parfois on arrive jusqu'à la crise, et je repasse la parole à Laurent qui va vous partager des retours d'expérience de gestion de crise chez certains de nos clients. Oui, merci. Donc en effet, on va juste illustrer, hein, c'est pour montrer ce qu'il y a dans le Security Navigator si vous ne l'avez pas encore lu, par exemple, la notion de récit, hein, donc dans le Security Navigator, pour aller un petit peu plus dans le concret par rapport aux statistiques qu'on a, et une vision un petit peu abstraite que l'on résume, on montre aussi des exemples concrets. Donc par exemple, là, sur ce récit qui fait partie du navigateur et qu'on projette ici, voilà, on voit une illustration exactement de ce que tu viens de dire, Laurent, c'est-à-dire comment un attaquant, donc c'est une attaque réelle, hein, l'attaquant a accès au serveur d'accès à distance, hein, donc évidemment avec le Covid, les entreprises travaillent à distance. Les solutions d'accès à distance sont pas toujours très sécurisées, la manière dont on travaille à distance n'est pas toujours très sécurisée. Ça a contribué à l'augmentation et la diversification des attaques en 2020, bien sûr. Attaquant a eu accès au serveur RDP, et puis il scanne le réseau, il extrait les mots de passe du navigateur, il explore la mémoire des processus et il désactive les antivirus sur le serveur. 10 minutes après, il a déjà procédé à la reconnaissance du réseau et obtenu les identifiants de l'administrateur. Ensuite, il découvre et on voit qu'il s'intéresse aux sauvegardes. Hein, donc ça, on le voit dans l'analyse après coup. Hein, il va directement attaquer les sauvegardes, hein, qui évidemment augmente la valeur de la rançon, parce qu'il va être capable de dire de toute façon, sans moi, tu ne peux pas restaurer car j'ai détruit cette sauvegarde. Et enfin, il brouille les pistes derrière lui. Hein, il nettoie son passage, exactement comme un cambrioleur, pour rendre l'enquête inopérante. Et puis enfin, 4 heures après avoir tout ça, il a fait ça en moins de 4 heures. Il commence à déployer un ransomware, en l'occurrence une variante de Phobos. Voilà. Donc ça, c'est typique d'une attaque. Donc on voit, hein, c'est une attaque extrêmement ciblée. 4 heures, ça va extrêmement vite. La réaction humaine est compliquée. Hein. Il faut avoir des outils de détection et de réaction automatisés. Il faut et ce qu'on illustre ici, c'est que là, donc nous, on est intervenu sur cette attaque. On est notamment intervenu avec nos équipes de CISERT, donc de réponse, avec des spécialistes de ce qu'on appelle le forensic, c'est-à-dire de comprendre en fait ce qui s'est passé, d'enquête en fait, hein, c'est l'enquête. Et grâce à l'enquête, en fait, on a
on a réussi en fait à comprendre ce qui s'était passé et on a réussi à identifier les sauvegardes qui n'avaient pas été contaminées pour restaurer proprement les sauvegardes. Donc là, en fait, c'est grâce à un savoir-faire d'enquêteur finalement pour reconstituer ce que l'on voit à l'écran et ce qu'a fait l'attaquant qu'on est capable de dire oui, maintenant on a pris suffisamment de mesures, on a compris ce qui s'était passé, on peut déployer les sauvegardes sans les recontaminer immédiatement. Voilà. Et cette illustration qui est là, elle est extrêmement typique d'une gestion de crise. Donc on a traité chez Orange Cyberdéfense des dizaines de crises de la sorte en 2020. En fait, ce que ça illustre, le récit qui est là, c'est que une compétence essentielle quand on est sujet, quand on fait l'objet d'une attaque, hein, c'est d'avoir une compétence de forensique, justement, cette compétence de l'enquêteur, du spécialiste, qui va être capable d'abord d'identifier si l'attaque est toujours en cours ou pas. Est-ce que le virus est en train d'être déployé? Est-ce qu'on est plutôt sur un cas d'un rançongiciel qui a tout chiffré, etc. Bref, un premier diagnostic extrêmement technique qui ensuite va donner lieu à des enquêtes assez poussées. Et ces enquêtes poussées, elles vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais un premier diagnostic va permettre de baliser le terrain et de prendre les bonnes actions qui vont suivre. Ensuite, il faut un rôle de gestionnaire de la crise. Si on est toujours en crise, si on n'est plus en crise et qu'en fait ça y est, tout est chiffré et il ne se passe plus rien, on n'a pas nécessairement besoin, mais bien souvent, on a besoin de gérer la crise. Et là, il faut également faire appel à un professionnel sur le marché de la gestion de crise cyber. Pourquoi? Parce que ce que l'on a envie de faire, les réflexes que l'on a envie d'utiliser en tant que responsable du service informatique peuvent s'avérer extrêmement dangereux. Il faut prendre le temps de faire ce diagnostic qu'on voit là. Il faut prendre le temps de vérifier notamment l'état des sauvegardes. Il faut prendre le temps de déployer des solutions qui vont permettre de gérer le déconfinement du parc informatique sans risquer de propager en fait les virus qui peuvent y être toujours présents. Donc la deuxième compétence clé, c'est la notion de gestion de crise. Et puis évidemment, ensuite, il y a toutes les compétences métiers, notamment donc, le déploiement de solutions. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire sur ces attaques, c'est quoi? Il faut avoir un système de détection assez sensible pour réagir extrêmement rapidement et si possible avant que tout soit chiffré, comme c'est le cas ici. Il faut aussi faire appel, une fois qu'on a eu la crise, à des professionnels pour aider au déconfinement et à la remise en œuvre des sauvegardes avec des diagnostics assez aboutis. Et il faut faire confiance à un gestionnaire de crise parce que vraiment, nous, notre expérience est assez frappant. C'est qu'une entreprise qui vient de subir en fait une telle attaque est désorientée, la gouvernance est très fragilisée. Et c'est vraiment comme un boxeur qui vient de prendre un uppercut. Dans les secondes qui suivent, il a beau être habitué, il perd de la lucidité et il a besoin de quelqu'un qui le guide. Voilà, c'est vraiment ça l'enseignement. Et en lisant le Security Navigator, vous pouvez trouver de tels récits. Alors, voilà. Maintenant pour vous, à quoi ça sert de savoir ça? D'abord, donc, si on parle spécifiquement de la gestion de crise. Il faut savoir que la crise intervient souvent dans les moments qui fragilisent l'organisation. Ça peut être des contextes externes, ça peut être des contextes internes à l'entreprise. Ça peut être par exemple les moments de rachat, de difficultés économiques, de fusion, voilà. Ça peut être des moments où il y a des problématiques sociales. Ça peut être évidemment le Covid là pour les hôpitaux. Pourquoi est-ce que les hôpitaux font l'objet d'attaques? Tout simplement parce que, et d'une, ils ne sont pas très nécessairement hyper bien protégés, mais par ailleurs, ils ne peuvent pas se permettre d'être en carafe. Donc, voilà. Donc, en fait, quand une entreprise est fragile, quand une organisation est fragile, ça augmente sa capacité tout simplement à payer la rançon. Donc souvent, le moment de fragilité dans l'entreprise, c'est le moment que les attaquants vont choisir. Le deuxième sujet, crise dans la crise, on ne va pas revenir dessus, c'est un lieu commun désormais de faire un parallèle entre la crise Covid et la crise cyber. C'est juste d'être conscient que la crise Covid a augmenté en fait la surface d'exposition des attaquants.
et notamment en exploitant davantage le cloud public et les accès à distance, hein, qui sont les impacts évidents de la crise sur les systèmes informatiques. Voilà. Et de la même façon, ce qu'on peut dire, c'est la problématique qui consiste à détecter, à tester, puis à isoler, puis à reconstruire en prenant des modes de travail différents ou des modes de vie différents dans le cadre du Covid. Le parallèle est très frappant et vous pouvez l'utiliser dans votre entreprise pour sensibiliser. La crise révèle le besoin de transversalité. Hein. Le moment où il y a la crise informatique, c'est la crise cyber, c'est le moment où on comprend que, en fait, sans l'informatique, rien ne fonctionne dans l'entreprise. Et donc, ça n'est plus du tout l'affaire, malheureusement, des experts informatiques, mais tout le monde se met sur le sujet. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de coordination, à la fois d'expertise très pointue et de coordination. Le dernier point, culture de retour d'expérience. Si vous avez subi des crises, évidemment, c'est important de tirer les enseignements. Toutes les entreprises aujourd'hui ont subi la crise Covid et il y a des parallèles assez frappants entre la crise Covid et la crise cyber. Beaucoup d'entreprises ont déclenché des plans de gestion de crise. Ça peut être un bon moment d'en profiter pour étendre ce dispositif de gestion de crise qu'on a testé grâce au Covid, vérifier qu'on est bien capable de l'étendre à la cyber si on n'a pas encore eu à subir une crise. Et surtout, il faut préparer. Il faut se doter d'un plan de défense, il faut s'exercer à la gestion de crise cyber comme on s'exerce à la crise. Et peut-être on peut passer au slide suivant. Évidemment, nous, on baigne dedans au quotidien. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison que le niveau de la menace diminue. Hein, donc dans le Security Navigator, ce que vous avez, c'est une description de ce qui s'est passé en 2020 par le leader français de la sécurité informatique. Hein, voilà. Donc c'est un an de renseignements pour les petits clients, les grands, les moyens, par où passent les attaquants, etc. C'est assez facile à lire. Ça va vous permettre d'anticiper quel type d'attaque vous allez subir en 2021, parce que bien évidemment vous allez en subir. La menace continue à augmenter et elle se diversifie. Le niveau d'ouverture des entreprises et des organisations, que ce soit les usines, que ce soit la publication des applications sur Internet, que ce soit la logistique qui doit se brancher pour fluidifier la chaîne logistique, tout ça, ça ouvre l'entreprise, ça augmente la surface de la menace. Et pour finir, la réglementation pèse de manière de plus en plus lourde sur ce sujet. Donc, on a bien une augmentation de la menace, une augmentation de l'exposition à la menace et une augmentation des impacts avec l'image de marque, la réglementation. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Et vraiment, ce que vous savez tous, je pense, sinon vous ne seriez pas à ce webinaire, c'est qu'on ne peut pas adopter une attitude du genre comme contre le terrorisme ou comme contre un ouragan. C'est pas, faut pas continuer à vivre, quoi. Voilà. Non, en fait, faut se préparer. C'est un vrai risque systémique. Il va avoir lieu. Il faut s'adapter. Il faut se préparer, comme on fait pour le Covid. Hein. On met des masques. On adopte des façons différentes de vivre et on fait attention à ne pas être le maillon faible qui propage le virus. Voilà. Donc, détection, remédiation sont les clés en fait de votre capacité future de réagir aux attaques, parce que les attaques sont inévitables. Les compromissions, c'est la première phase de l'attaque. C'est à ce stade qu'il faut être capable de détecter pour réagir le plus vite possible et pour réagir de manière très professionnelle, parce que le moment de la réaction est aussi a une large part dans l'impact de la crise sur l'organisation. Voilà. Donc, avec ceci, pour finir, le Security Navigator, normalement, vous donne un petit peu de moyens, hein, un petit peu vulgarisé pour faire le diagnostic, notamment pour les petites entreprises, où vous en êtes par rapport à ces menaces, par rapport à ces pratiques, et vous aide à décider ou à convaincre votre management de mettre en place non seulement un diagnostic de la sécurité par rapport à cette menace, mais aussi de la manière de s'y préparer. On travaille avec des très très gros clients, on travaille avec des très très petits clients. Cette démarche-là, elle vaut, je vous le promets, pour les petits comme pour les gros. Faire cet assessment par rapport au niveau d'exposition et s'y préparer, c'est vraiment
qu'il faut faire pour se protéger des attaques, et j'espère que le Security Navigator pourra vous y aider. Super, merci Laurent pour tous ces bons conseils et cette analyse très poussée au regard des cas de crise que l'on a observés en 2020 avec en accompagnement de nos clients. Sans plus tarder, on va ouvrir la prochaine section pour laquelle on a choisi de s'arrêter sur quelques défis pour 2021. Donc, vous trois avez mis en avant 4 défis sur lesquels on souhaite porter l'attention. Pour vous aussi, chers participants, l'idée, c'est de connaître votre avis, votre opinion sur laquelle ou lesquels de ces défis résonnent le plus en vous. Alors, avant que j'ouvre le sondage pour pouvoir avoir votre avis en direct, je te propose, Laurent Lemaire, de commenter le premier défi, et puis Laurent et Mélanie vont dire 2 mots également sur les défis qu'ils ont choisi de mettre en avant. Oui, sans revenir sur mon propos, le défi, c'est que on a vu tout l'écosystème autour de la menace et de l'attaque. On a vu la prolifération technologique, non seulement technologique, mais aussi le business model qui est derrière ça. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison que ça diminue ce niveau de menace, et c'est tout simplement un nouveau business. Et votre entreprise, votre organisation fait partie de cet écosystème, que vous le vouliez ou non. Donc la cybersécurité sera un levier indispensable pour assurer la continuité du business et de votre organisation. C'est ma proposition de défi. Merci. Allez, alors moi de mon côté, bien que ça soit de la technologie, je crois que la technologie seule ne suffira pas à atténuer les menaces, en particulier les menaces ransomware. Mon propos, c'est vraiment de rappeler que l'humain a parfaitement sa place, et même une place centrale dans la cybersécurité. Et j'ai coutume de dire que l'humain ou l'utilisateur est souvent à l'origine des attaques. Il est toujours la solution. Donc, continuons l'année prochaine, enfin cette année, à investir dans la formation de nos experts, mais également la formation des utilisateurs. Et le deuxième point a trait au changement d'attaque cette année. Je crois que les attaquants sont d'abord orientés par le gain, et donc ils suivent la valeur. La valeur est en train, c'est les données, et les données sont en train de partir dans le cloud. Donc je pense qu'il y aura davantage d'attaques visant les infrastructures du cloud. L'autre levier des attaquants, à part le gain, c'est la facilité. Et on voit que avec le télétravail qui va perdurer, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent leur PC d'entreprise chez eux. Et lorsque le PC est à la maison, il est moins protégé que lorsqu'il est au sein de l'entreprise. Il n'est pas protégé par le réseau de l'entreprise. Et donc, on va continuer à avoir des attaques sur les endpoints. Mélanie? Oui, et de mon côté, du coup, je pense que l'un des principaux défis pour cette année sera d'avoir un bon niveau de sécurité autour de ces données, puisque c'est un des actifs les plus précieux de l'entreprise. Il est donc convoité. Et sans compter aussi sur la nouvelle méthode de double extorsion dans les attaques de ransomware qu'on a pu voir précédemment. Donc voilà, pour moi, l'un des principaux défis sera de protéger au mieux ces données pour éviter tout de suite et également ne pas faire les gros titres dans l'actualité. Merci Mélanie. Alors, chers auditeurs, nous sommes intéressés de connaître votre avis. Alors, je lance tout de suite le sondage à vos claviers. Super. Alors, on voit que le nombre de votants est quasi 100% de la totalité des participants. Alors, je vais pouvoir arrêter l'enquête. On va laisser encore quelques instants pour les derniers votants. Sachant que vous pouvez choisir entre une et plusieurs réponses. Les réponses multiples sont également possibles. Voilà.
Nous avons atteint les 100% de votants. J'affiche les résultats. Voilà. Alors, le défi qui se démarque le plus parmi les quatre que vous évoquiez, même si finalement la plupart résonnent en vous et en grand nombre, peut-être on peut revenir sur le premier. Et donc, Laurent Lemaire, est-ce que tu veux dire un mot en conclusion sur cette partie de la cyber qui devient un levier important de la continuité du business? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. Je voudrais simplement rappeler que, comme tout plan de continuité, il faut donc se préparer il faut se préparer à la crise et il faut établir le plan de continuité business cyber. Et pour ceci, donc, le moyen simple et valable pour les petits clients comme pour les gros, c'est de faire un assessment de l'exposition au risque, déterminer quelles sont les principales priorités et mettre en place un plan de défense, c'est-à-dire une approche de la cybersécurité qui soit peut-être un petit peu moins guidée par les normes et par les normes et les approches, on va dire, normatives de informatique et cyber, qui sont un guide important, qui nous viennent de l'ANSSI, et voilà, mais davantage en fait par rapport à l'attaque, par rapport à la typologie d'attaque, au type de menace. Et souvent, les plans existent dans les entreprises, mais sont davantage basés peut-être sur une approche un petit peu plus administrative et fonctionnelle de la cyber, et il est important de les doubler d'une approche qui tient compte des attaques. Merci Laurent. Je regarde la montre, désolée d'avoir coupé, il reste 2 minutes et j'aimerais prendre les 3 questions que l'on voit arriver dans la section questions. Alors, Laurent Sellerier, peut-être la première que je vais t'adresser. Bonjour. Quelle est la part des attaques sur les applications, dont les API, dans la catégorie network de vos slides, qui comporte à la fois réseau et l'applicatif? Alors, je vous précise, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est d'un ordre de grandeur. On est à peu près sur 70% d'attaques liées au réseau et 30% liées aux applications, sachant que c'est un des domaines qui a le plus augmenté en 2020. Effectivement, les applications sont de plus en plus ouvertes grâce notamment aux API et donc victimes d'attaques. Et en plus, le développement du DevOps, c'est quelque chose qui est très profitable au business parce que ça va beaucoup plus vite, et ben la sécurité n'est pas encore nativement intégrée dans le DevOps. Rares sont les entreprises qui sont capables de faire du DevSecOps. Et donc, voilà, les applications sont un domaine de vulnérabilité en croissance, du moins c'est ce que l'on voit. Merci Laurent. Alors, je peux prendre encore une autre question. Toujours pour toi, Laurent Sellerier. Suite à une analyse forensique de vos équipes, quelle est la proportion, quels sont les facteurs, les critères qui font prendre la décision de payer ou non une rançon? Alors, c'est toujours un dialogue avec le client. Je crois que les rares cas où on a été contraint, forcé de payer la rançon, c'est quand effectivement plus aucune donnée n'était disponible. L'ensemble des sauvegardes avait été chiffré et il n'y avait pas de solution pour trouver la clé de déchiffrement. Donc voilà, ça reste des cas exceptionnels, mais malheureusement, ça arrive que des entreprises n'aient aucune autre solution. Merci. Alors, on va prendre une toute dernière question avant de clôturer la session. Laurent Lemaire, quel est l'avenir de la cybersécurité avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Cette dernière pourra-t-elle continuer à diminuer les menaces cyber? Oui, donc l'intelligence artificielle, ça regroupe une réalité qui va, si on la définit comme incluant
l'orchestration, l'automatisation, alors c'est évidemment le monde d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la capacité à détecter et à réagir, non pas seulement avec des êtres humains, mais bel et bien avec des machines, pour être dans la vitesse du temps machine. Voilà. Donc on parle plutôt, nous, aujourd'hui, d'intelligence augmentée, hein, plus que d'intelligence artificielle. Après, est-ce que l'intelligence artificielle va diminuer la menace? La réponse est non. Il faut utiliser l'intelligence artificielle dans la réponse, tout simplement parce que l'intelligence artificielle est utilisée par les attaquants. Donc on est plus dans une escalade de l'armement. Je suis pas persuadé que ça va diminuer les attaques. En revanche, si on ne l'utilise pas, il est bien évident que, enfin, il n'y a pas d'option. Il faut utiliser l'intelligence artificielle dans la détection et la remédiation. C'est déjà en cours. Très bien, réponse très complète. Merci Laurent. Alors, on arrive au terme de cet échange, hein. Je voulais vraiment vous remercier à vous trois intervenants pour vraiment nous avoir emmenés, hein, au cœur de ce paysage de la menace et également dresser quelques observations et exposer les défis pour 2021. Nos remerciements s'adressent aussi à vous, hein, chers participants. Merci de votre temps. On remercie également les équipes de notre centre de recherche, hein, Charles van der Waals et ses équipes, nos cybersocs, certes, CISOC, les équipes de réponse à incidents, laboratoire d'épidémiologie et bien sûr conseil audit. J'en profite aussi pour remercier les équipes marketing et communication qui ont permis ce webinaire de se faire. Et puis pour adresser vos questions, vous pouvez contacter votre contact commercial Orange habituel ou encore l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Dernière demande pour ceux où dernière précision, pardon, pour ceux ou celles qui nous ont rejoints en cours, hein, vous pouvez toujours revisionner le replay de cette session. Le lien vous sera envoyé par mail dès demain. Et enfin, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'appréciation. Un sondage et une enquête de satisfaction